Bonjour à tous et je voudrais d'abord remercier les organisateurs parce que vraiment, ça n'est pas une situation simple. C'est de l'inédit pour tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on apprend tous les jours et en marchant, effectivement. Alors, le souci, voilà. Pourquoi est-ce que c'est important d'aborder ce thème dans le cadre d'un enseignement en chimie, évidemment? C'est parce que c'est un des thèmes qui n'est pas facile d'abord. C'est un thème qui est repris finalement et qui sous-tend une série d'autres chapitres de l'enseignement de la chimie, comme la thermodynamique, la cinétique, et qui touche à la fois au monde macroscopique et au monde microscopique. Alors, si je fais le tour d'abord des préconceptions, puisque je vais m'attacher dans cet exposé-ci à passer en revue les différentes préconceptions en matière d'équilibre chimique. Dans la littérature, on retrouve essentiellement, pour la réaction en tant que telle, 6 préconceptions que je vous détaillerai. Lorsqu'on arrive à l'état d'équilibre, on en remarque généralement 4. Pour la constante d'équilibre, vous allez voir que ce sont chaque fois des concepts différents. On en retrouve en gros 5. Et enfin, pour l'évolution de la réaction, une fois l'équilibre atteint, selon le principe de Le Chatelier, on en dénombre 7. Alors, pour la réaction en tant que telle, eh bien, vous voyez que parmi les 6 préconceptions, je ne vais pas forcément toutes systématiquement les lister ni les détailler, mais une préconception assez particulière tient à la compartimentation des réactifs et des produits, bien entendu, dans le milieu réactionnel. Je vais vous l'illustrer dans une seconde. Et une autre préconception qui est largement répandue consiste à mettre en avant le fait qu'il n'existe qu'un seul état initial possible, que ce soit en matière d'équation dans le sens lecture gauche-droite, que ce soit en termes de quantité de matière. Alors, concernant le fait que les réactifs et les produits soient compartimentés, en fait, dans la tête des élèves, eh bien, on n'a pas affaire à un milieu qui, quelque part, mélange l'ensemble des composés. Voilà 2 représentations d'élèves d'une réaction d'équilibre entre PCl5 d'une part et PCl3 et Cl2 d'autre part. Bon, en plus, vous voyez que certains élèves ne savent pas tout à fait bien écrire le dichlore, mais ici, ça n'est pas ça l'important. Mais vous voyez que certains font un compartiment réactif et un compartiment produit. D'autres font carrément des compartiments par espèce chimique. Et évidemment, dès qu'on envisage un milieu réactionnel quel qu'il soit sous cette forme, eh bien, on rencontre de petits soucis, bien entendu. C'est malheureusement quelque chose qui est relativement répandu. Alors, maintenant, je vais considérer l'équilibre en tant que tel. Et là, on va retrouver 4 conceptions. Certains se disant qu'à l'équilibre, il ne se passe plus rien. D'autres peut-être plus embêtantes, la première disant qu'en fait, à l'équilibre, il faut que les concentrations des réactifs et des produits soient identiques. Ça peut être un souci. Et une autre préconception qui peut poser problème consiste à dire qu'en fait, on peut atteindre un équilibre même s'il manque un des constituants de la réaction. Et enfin, certaines préconceptions vont tendre à percevoir l'équilibre chimique soit comme une balance, soit comme un pendule, et c'est d'ailleurs souvent abordé dans l'enseignement secondaire. Évidemment, ça pose des petits soucis, puisque si je considère les balances à plateau, ben vous imaginez bien que quand je vais rajouter quelque chose dans un des plateaux, je vais déplacer finalement cet équilibre en faveur de ce plateau, ce qui n'est pas tout à fait ce que nous dit Le Chatelier. Quant au pendule, bien, on a le sentiment d'osciller entre 2 états qui sont 2 états limites, ce qui n'est pas correct non plus. Alors, si je poursuis maintenant en termes de constante d'équilibre et de préconception, bien pour certains, plus la constante d'équilibre est grande, plus la réaction est rapide, justement, je passe moi-même de l'un à l'autre. D'autres encore se disent que ben, finalement, une fois que j'ai un équilibre, la valeur de la constante d'équilibre, attention, peut être modifiée si j'ajoute un constituant, qui évidemment n'est pas correct non plus. Les autres préconceptions, je ne vais pas m'y attacher ici, puisqu'il y a d'autres éléments sur lesquels je souhaiterais davantage insister. Alors maintenant, en ce qui concerne l'évolution d'une réaction qui est à l'équilibre suite à une préconception,
à une perturbation, on a plusieurs préconceptions. Certains pensent que si on ajoute un réactif, eh bien, seules les concentrations des produits, donc de l'autre côté du membre de l'équation chimique, seules ces concentrations de produits vont changer et pas celles des produits. D'autres pensent que si je rajoute une substance, ben voilà, j'ai rajouté une certaine quantité de cette substance-là, donc sa concentration ne va plus varier une fois que j'aurai rajouté cette substance. D'autres encore pensent l'inverse, c'est-à-dire si je rajoute une substance, seule la concentration de cette substance-là va changer. Alors, beaucoup d'élèves ont des soucis avec l'application du principe de Le Chatelier et peuvent potentiellement aller vers une mauvaise indication finalement du déplacement d'équilibre. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Et puis, il y a une série de préconceptions liées aux vitesses. Si une des vitesses augmente, l'autre doit diminuer. La température, qui n'influence pas du tout l'équilibre pour certains. Pour d'autres encore, et nous y reviendrons plus tard, le volume occupé par un gaz est différent du volume du contenant, du volume donc qui est mis à la disposition de ce gaz. Vous verrez, on en reparlera. Et puis, vous avez des choses un petit peu plus subtiles qui sont liées à l'ajout de gaz inerte ou de gaz participant à la réaction par rapport justement au déroulement de cette réaction. Alors, je vais maintenant reprendre ce principe de Le Chatelier et les soucis qu'il génère parfois auprès des élèves, et il faut bien le dire aussi, certaines études le montrent auprès des enseignants. Donc, en gros, que dit Le Chatelier? Il dit que si une modification de concentration, de température, de pression est imposée à un système chimique à l'équilibre, il s'ensuit la réaction chimique qui va s'opposer en partie à la modification imposée. Donc, le système va évoluer vers un nouvel état d'équilibre. Alors, certains simplifient cela en disant la réaction va systématiquement faire l'inverse de la modification imposée au système. Et certains enseignants simplifient également ce principe de Le Chatelier, et je vais vous montrer que ce n'est pas toujours correct à travers un exemple. Donc, l'exemple considéré ici, c'est le procédé Haber-Bosch, qui est bien connu du monde industriel d'une part, mais qui est surtout repris dans une série de manuels d'autre part. Et imaginez que vous fassiez cette réaction dans un réacteur avec un piston amovible. Avec un piston amovible, ça signifie bien qu'on travaille à température et à pression constante. Alors, voilà un énoncé. Le volume total de gaz est d'1 litre. Les espèces chimiques sont telles que le nombre de moles sont autant, autant et autant pour le diazote, le dihydrogène et l'ammoniac. La question posée est comment évolue cet équilibre si on ajoute un nombre de moles précis de diazote, donc d'un des réactifs? Alors, certains enseignants simplifient la chose et donc certains élèves aussi en se disant si j'ai augmenté un des paramètres, la réaction fera en sorte de le diminuer. Et donc, pour les élèves, de dire dans ce cas-là, si j'ai rajouté du diazote, je vais donc avoir un déplacement de l'équilibre vers la droite, ce que j'ai illustré par la flèche bleue que vous voyez en haut. Le problème, c'est que dans le cas de cet exercice, cette réponse-là est fausse. Alors, pourquoi est-ce que cette réponse-là est fausse? Bien, elle tient aux conditions expérimentales. On va calculer brièvement le quotient réactionnel et la constante d'équilibre d'autre part. Donc, la constante d'équilibre, je vous l'ai déterminée tout en haut. Et le quotient réactionnel, j'ai commencé à le déterminer en tenant compte du nombre de moles que j'avais ajouté. Évidemment, dans les conditions expérimentales telles que reprises dans l'exercice, puisqu'on est à pression constante, ça veut dire que le volume global va augmenter quand j'aurai rajouté du diazote. Et ça en accord avec PV égale nRT, et donc très facilement, on peut recalculer le nouveau volume que l'on a. Vous voyez que dans ce cas-ci, le volume, oui, forcément, il est plus grand puisque j'ai rajouté un des réactifs. Et donc, le quotient réactionnel, vous voyez qu'il est dans ce cas-ci de 11,08 par rapport à la constante d'équilibre de 10,67. Et donc, pour que le système retrouve un état d'équilibre, c'est en fait la réaction inverse qui est favorisée. Donc, il faut faire attention à une simplification abusive de ce principe.
Alors, je reviens sur une autre des préconceptions qui était liée aux quantités, au fait que le volume d'un gaz, finalement, n'est pas égal au volume du contenant. Alors, imaginez, voilà, on prend deux flacons, des quantités que l'on mélange dans un flacon vide, et l'étudiant dit, bah oui, le flacon fait 4 litres. Et l'intervieweur dit, oui, mais et le contenu? Ah, ben le contenu, on ne sait pas. Et donc, l'intervieweur dit, mais il y a une différence entre le contenu de la bouteille et le volume du contenu? Ah oui. Vous voyez qu'il peut y avoir un souci. Autre cas d'étudiant, le volume du flacon elle-même, parce qu'en fait, je pensais au flacon et pas à ce qu'il y avait dans le flacon. Et donc, l'intervieweur dit, oui, mais ok, mais donc le contenu a son propre volume et le flacon a son propre volume. Oui, c'est ça, dit l'étudiant. Et la troisième personne mentionne complètement, dit, bah oui, mais rien ne dit que le contenu va remplir le flacon. Donc, vous imaginez que là, le souci est un souci qui est carrément lié à ce qu'est un gaz, en fait. Alors, une autre préconception, on va pouvoir prédire qu'un système évolue vers un équilibre sans connaître la constante de l'équilibre. Alors, dans le cas de cet exemple, vous voyez que, en fait, on donne une équation très simple, A plus B donne C plus D, et exprès, évidemment, la littérature prend dans ces exemples des quantités en A et B très petites et des quantités en C et D très grandes, et demande aux élèves de voir dans quel sens ça va évoluer. Évidemment, vous voyez que nulle part n'est indiquée la constante, et que la réponse attendue, c'est évidemment, on ne peut pas dire, puisqu'on n'a pas la valeur de la constante, mais en fait, 42% des étudiants sondés ont choisi la réponse 2, simplement en se disant, oui, puisqu'il y a plus de C et de D, c'est logique qu'ils réagissent et qu'ils retournent de l'autre côté. Donc, vous voyez que ces notions d'équilibre ne sont pas du tout bien acquises. Alors, qu'en est-il en Belgique? Alors, pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer des questionnaires auprès d'étudiants dans 3 réseaux. Vous voyez les nombres ici. Alors, les questionnaires étaient de 2 types. Il y avait d'une part ce qu'on appelle un double questionnaire à choix multiples. Donc, on leur proposait une série de réponses et puis une série de justifications de ces réponses. Et la deuxième partie du questionnaire, ce sont des vrais ou faux. Alors, je ne vous donne pas tout ici, je vais vous donner quelques exemples de ce qui a été retiré. Donc, on part sur un premier exemple de question A. Vous voyez que jamais on ne donne de chiffres. On dit, voilà, on place A plus 2B, on donne la stoichiométrie de la réaction qui donne 3C plus D à l'équilibre. On veut exploiter, et tester la préconception du fait que quand un équilibre est atteint, la constante d'équilibre, je dis bien la constante, serait modifiée après l'ajout d'un constituant, ce qui évidemment n'est pas correct. Et donc, on demande, si on rajoute du A, la constante d'équilibre va augmenter, diminuer, rester la même, et on propose une série de justifications. Alors, qu'en est-il des réponses? Bien entendu, oui, ok, les réponses ça va rester la même, ça, je me dis bien que vous le savez. Alors, on a sondé donc auprès de populations différentes, d'étudiants en sciences générales, en sciences de base, d'étudiants qui faisaient des études préparatoires en médecine, donc le samedi matin, et même des étudiants de BA1. En fait, on a voulu les tester quand on a vu à quel point les résultats étaient interpellants, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, finalement, on a quand même une série non négligeable d'étudiants. Ça tourne, ça va de 27 à finalement 70% d'étudiants qui se disent que finalement, la constante d'équilibre peut varier après l'ajout d'un réactif. Et ce ne sont pas forcément les étudiants du secondaire qui, eux, viennent de voir le chapitre, l'ont étudié et ont déjà eu une interrogation, qui se débrouillent le moins bien. Donc, ceux de prépa médecine ont normalement vu cela au moins un an avant, et ceux de BA1 ont vu cela en humanité, et ils l'avaient revu en BA1 au moment où les tests ont été passés, mais par contre, les examens n'avaient pas encore eu lieu. Donc, peut-être ne les avaient-ils pas étudiés. Alors, autre exemple, on veut tester la préconception disant que les concentrations réactifs et produits doivent être égales pour atteindre un équilibre. Et donc, on dit, voilà, ici, on a initialement une telle concentration de A, de B, de C, de D. Est-ce que l'équilibre est atteint? Est-ce que la réaction tend vers la droite, vers la gauche? Et on donne une série de raisons. Alors, dans ce cas-ci, on ne peut rien prédire de nouveau puisqu'on n'a pas la valeur de la constante d'équilibre. Et ce qu'on constate, c'est que une série d'étudiants, de nouveau, ça tourne entre un cinquième et un tiers, décide qu'en fait, l'équilibre est atteint puisque toutes les concentrations sont égales. Donc, c'est une préconception que l'on retrouve qui est clairement ancrée chez les élèves.
Alors, ici, ce que l'on veut tester, c'est de voir que pour certains élèves, la constante d'équilibre varie en fonction de concentration, mais de manière plus subtile, puisque les élèves doivent d'abord comprendre que le volume va pouvoir jouer sur les concentrations. Alors, c'est l'évolution de l'équilibre en tant que tel, ce qu'on va regarder. Donc, ce qu'on dit, c'est que se passe-t-il si on double le volume d'eau dans le système? La valeur de la constante va changer, l'équilibre sera déplacé vers la droite, et donc attention, pas la constante. L'équilibre sera déplacé vers la gauche, il ne se passera rien, et une série de raisons. Alors, ici, l'association, c'est que l'équilibre est déplacé vers la droite. On n'a pas le temps, évidemment, de passer en détail le calcul. Je vais vous montrer après comment il était simple de le faire. Mais vous voyez que les résultats sont vraiment, cette fois-ci, assez mauvais, je dirais, puisque en vert, c'est chaque fois ceux qui ont fourni la bonne association. Et donc, vous voyez que finalement, cette préconception est ancrée chez vraiment beaucoup, beaucoup d'étudiants. Alors, voilà, ce qu'il fallait faire simplement, c'était un petit calcul de ce type-là, mais sans aucune valeur numérique, simplement en faisant intervenir V à un endroit. Et on voyait que dans ce cas-là, si on double le volume, le dénominateur augmentait. Et donc, pour que la valeur de la constante ne varie pas, il fallait bien entendu que le numérateur augmente à son tour, ou que le dénominateur diminue. Alors, question suivante. On veut voir si les élèves sont attentifs ou ont compris le fait qu'un principe de Le Chatelier doit s'appliquer, mais de nouveau en étant conscient, en ayant compris ce qu'il y avait derrière. Et en l'occurrence, ici, on est dans un système hétérogène. Donc, F, vous voyez, est un solide. Et donc, on dit la réaction est à l'équilibre. Que se passe-t-il si la concentration en G, pour la concentration en G, si on ajoute du F, c'est-à-dire du solide? On leur propose une série de réponses, on leur propose une série de raisons. Bien entendu, ici, ça ne change pas puisque c'est bien au niveau du solide que l'on a exercé la modification. Et si vous regardez, voilà, c'est relativement raisonnable. Il y a quand même entre 30 et 40% d'étudiants qui appliquent le principe de Le Chatelier au système, même s'il y a du solide dans le milieu. Donc, ça veut dire que soit les étudiants ont oublié, soit ils n'ont pas vu qu'il y avait du solide, soit ils n'ont pas compris que la concentration d'un solide était finalement une constante. Alors, si les questions sont posées différemment, c'est-à-dire si on pose des questions de type vrai-faux, donc c'est ce qu'on a fait, je vais vous donner un ou deux exemples parce que je vois que le temps défile. Donc ici, on a simplement dit aux élèves, attention, on vous donne une affirmation, vous devez dire si elle est vraie ou si elle est fausse, dans n'importe quel cas, donc aussi bien au niveau macroscopique qu'au niveau microscopique, par exemple. Alors, les vitesses de réaction qui doivent être égales quand l'équilibre est atteint, ça, vous voyez, c'est super bien compris. Et je vous l'ai montré parce qu'en fait, c'est la question la mieux comprise parmi tout le questionnaire et toutes les questions que l'on a posées. Donc, on peut quand même s'en réjouir, je pense. Alors, après cette question qui a un excellent score, ici, on veut voir si les élèves distinguent thermo et cinétique en disant plus la constante d'équilibre est grande, plus l'équilibre sera vite atteint. Vous voyez que allez, ça reste encore bon pour la moitié des élèves et qu'il y a en gros entre 15, 16 et 30% des élèves qui disent que c'est quelque chose qui est vrai en fait. Donc, qui ont malheureusement bien ancré la préconception en ce qui les concerne. Alors, concernant les concentrations des réactifs et des produits qui doivent être égales, vous voyez que c'est relativement bon, sauf en sciences de base, et ceci pourrait être lié à un manque d'exercice, et je vais y revenir dans ma conclusion. Mais je voulais vous montrer que si on pose la même question, puisque cette question, vous avez vu, on l'avait déjà posée précédemment, dans un vrai-faux, ce qui apparaît en haut à gauche, ou dans une double question à choix multiple, ce qui apparaît en bas à droite, eh bien, vous voyez que le score n'est pas du tout le même. Il est beaucoup, beaucoup moins bon quand les élèves doivent choisir parmi plusieurs choix et proposer des raisons que quand c'est un simple vrai ou faux. Alors, la préconception du gaz qui occupe finalement le volume ou pas du récipient, mais vous voyez quand même que certains ont oublié ce que c'était que les trois états de la matière et ce qu'était un gaz plus particulièrement, puisqu'en prépa médecine et en sciences de base, ça atteint la moitié, voire même moins d'élèves qui, à cet âge-là, n'ont pas intégré ce concept-là.
Donc ça, il faut vraiment s'assurer que les concepts élémentaires soient intégrés. Alors, nous avons fait des corrélations entre toutes ces questions, mais je propose d'aller tout de suite aux conclusions puisque le temps est écoulé. Donc, en fait, vous voyez qu'en Belgique, c'est comme partout, hein, quelque part, les préconceptions sont ancrées également. Que certaines questions ont été bien comprises, surtout la question liée aux vitesses, mais que pour d'autres, le pourcentage de réponse est rarement supérieur à 50%, le pourcentage de bonnes réponses. Par contre, pour les vrais ou faux, aussi bien les élèves de sciences générales que de BA1 ont de bons à très bons scores parfois, hein, soyons quand même optimistes. Les corrélations sont aussi très fortement liées finalement au type de filière choisie par les élèves. Vous voyez que les corrélations sont très bonnes en sciences générales et sont très mauvaises en sciences de base. Alors, ici, je voulais juste terminer en vous disant que il est vraiment important que quand on fait faire des exercices aux élèves, on aille non seulement au bout de la réponse chiffrée, mais qu'on revienne au concept. Par exemple, pour montrer que les concentrations ne doivent pas être les mêmes entre les réactifs et les produits à l'équilibre. On a remarqué que certains apprenants avaient des difficultés à trier des informations utiles, lisaient mal les questions. Et alors, il y a quand même des concepts qui posent manifestement problème, et ce sont des concepts qui sont vus même en primaire pour certains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très interpellant. Alors, on a développé une série d'approches didactiques, mais ce n'est pas l'objet ici. Cette communication-ci était dédicacée aux préconceptions. Donc, je voudrais remercier d'abord Marie, puisque c'est elle qui a fait ce travail sur les préconceptions, 2 personnes qui ont travaillé avec moi pour développer justement une série d'expériences et d'approches didactiques, et bien entendu, vous tous pour votre attention.